Pendant plus de 10 ans, des milliers de voitures ont traversé Ocean Parkway sans ralentir. Des familles en vacances, des couples, des pêcheurs, des touristes, tous empruntaient cette longue route qui longe la côte sud de Long Island à un peu plus d'une heure de New York. À première vue, l'endroit est magnifique. D'un côté, l'océan Atlantique. De l'autre, des marécages sauvages et des étendues de roseaux qui semblent s'étendre à l'infini. Mais sous cette carte postale se cachait un secret. Un secret si sombre qu'il allait devenir l'une des plus grandes affaires criminelles de l'histoire américaine. Car pendant que les automobilistes roulaient tranquillement sur cette route, quelqu'un utilisait les dunes comme un cimetière. Quelqu'un venait ici la nuit. Quelqu'un connaissait parfaitement les lieux. Quelqu'un déposait des corps dans les broussailles en étant persuadé qu'ils ne seraient jamais retrouvés. Pendant des années, il a eu raison. Puis un matin de décembre 2010, un chien policier s'est arrêté devant un amas de branches. Et tout a commencé. Ce que les enquêteurs allaient découvrir ce jour-là allait les entraîner dans une chasse à l'homme qui durerait plus de 15 ans. Une enquête remplie de fausses pistes, de corruption, de téléphones jetables, d'indices oubliés. Et au bout du chemin, un homme que personne n'aurait soupçonné. Voici l'histoire du tueur de Gilgo Beach. Le 11 décembre 2010, le vent souffle violemment sur Long Island. Le ciel est gris, l'air est froid et humide. L'hiver a transformé les marécages bordant Ocean Parkway en un paysage presque désert. Ce matin-là, un policier du comté de Suffolk avance lentement dans les broussailles, accompagné de son berger allemand. Le chien s'appelle Blue. Depuis plusieurs heures, il participe à une opération de recherche. L'objectif est simple: retrouver une jeune femme disparue 7 mois plus tôt. Une femme nommée Shannan Gilbert. Depuis sa disparition, sa famille refuse d'abandonner. Sa mère appelle régulièrement la police. Les journalistes commencent à poser des questions. La pression augmente. Alors les autorités ont fini par organiser de nouvelles recherches. Personne n'imagine ce qui va suivre. Blue avance entre les roseaux. Le chien renifle le sol. Puis, soudainement, il ralentit. Quelque chose a attiré son attention. Le policier le regarde changer de direction. Quelques secondes plus tard, Blue s'arrête. Il fixe un point précis. Puis il s'assied. Les maîtres chiens connaissent ce comportement. Le chien a trouvé quelque chose. Le policier s'approche, écarte quelques branches, puis reste figé. Ce qu'il voit n'est pas Shannan Gilbert. Devant lui se trouvent des restes humains. Le corps est en état de décomposition avancée, partiellement caché dans la végétation, enveloppé dans une épaisse toile de jute. Pendant quelques secondes, personne ne parle. Puis les radios crépitent. Le secteur est immédiatement sécurisé. Les enquêteurs arrivent sur place. Les techniciens commencent à photographier la scène. Au départ, certains pensent à une victime isolée, un meurtre ancien, une découverte macabre mais sans lien avec la disparition de Shannan. Pourtant, quelque chose intrigue déjà les enquêteurs. L'emplacement. L'endroit est difficile d'accès, invisible depuis la route. Quelqu'un a pris le temps de choisir cet emplacement. Quelqu'un connaissait parfaitement les lieux. 2 jours plus tard, les recherches reprennent. Les équipes décident d'élargir le périmètre. Les chiens fouillent méthodiquement les environs et très vite. Ils trouvent un 2e corps, puis un 3e, puis un 4e. À chaque nouvelle découverte, l'atmosphère devient plus lourde. Les enquêteurs comprennent qu'ils ne sont plus face à un simple homicide. Quelqu'un a utilisé cette zone à plusieurs reprises. Les 4 corps sont retrouvés à proximité les uns des autres, tous dissimulés dans la végétation, tous abandonnés le long d'Ocean Parkway, tous enveloppés dans de la toile de jute. L'affaire prend immédiatement une autre dimension. Dans les bureaux de la police du comté de Suffolk, les téléphones commencent à sonner sans arrêt. Les analystes tentent d'identifier les victimes. Les journalistes affluent. Les supérieurs exigent des réponses. Et les enquêteurs comprennent qu'ils viennent peut-être de mettre au jour le terrain de chasse d'un tueur en série. Quelques jours plus tard, les identifications tombent. La première victime est Maureen Brainard Barnes. Elle avait disparu en juillet 2007. Puis vient Melissa Barthélemy, disparue en juillet 2009. Ensuite, Megan Waterman, disparue en juin 2010. Et enfin, Amberlynn Costello, disparue en septembre 2010. Les 4 femmes ont plusieurs points communs.
Elles sont jeunes, elles travaillent comme escort girl, elles utilisent Craigslist pour trouver leurs clients. Et elles ont toutes disparu après avoir accepté un rendez-vous avec un homme. Un homme dont personne ne connaît l'identité. À mesure que les enquêteurs rassemblent les informations, un schéma commence à émerger. Le tueur semble méthodique, patient, organisé. Il choisit ses victimes avec soin. Il évite les témoins, il transporte les corps jusqu'à cette zone isolée, puis il disparaît sans laisser de traces. Mais un détail va particulièrement retenir l'attention des enquêteurs. L'une des victimes, Melissa Barthelemy. Après sa disparition, sa famille a reçu plusieurs appels étranges, des appels qui provenaient du téléphone portable de Melissa. Au bout du fil, un homme, une voix calme, presque détendue, une voix qui semblait prendre plaisir à faire souffrir. L'homme appelait la petite sœur de Melissa, une adolescente. Il se moquait d'elle, l'insultait, lui disait qu'elle ne reverrait jamais sa sœur. Puis il raccrochait, avant de rappeler quelques jours plus tard, encore et encore. Les policiers avaient tenté de localiser ces appels. Ils avaient découvert qu'ils provenaient de Manhattan, souvent depuis des zones extrêmement fréquentées, près de Times Square, près de Penn Station, comme si leur auteur avait délibérément choisi les endroits les plus bondés de New York pour disparaître dans la masse. À ce stade, les enquêteurs savent déjà une chose. Le tueur n'est pas un amateur. Il réfléchit, il planifie, il anticipe et surtout, il aime jouer avec la police. Pendant que l'enquête prend de l'ampleur, les médias s'emparent de l'affaire. Les chaînes d'information diffusent les photos des victimes. Les experts criminels défilent sur les plateaux de télévision. Les habitants de Long Island commencent à regarder autrement cette route qu'ils empruntent depuis des années. Soudainement, Ocean Parkway ne ressemble plus à une route côtière. Elle ressemble à un cimetière. Et pourtant, le pire est encore à venir, car les 4 corps retrouvés en décembre 2010 ne sont que le début. Quelques mois plus tard, les enquêteurs vont reprendre les recherches. Et ce qu'ils vont découvrir va leur faire comprendre qu'ils ont peut-être affaire à quelque chose de bien plus vaste qu'une série de 4 meurtres. Beaucoup plus vaste. Dans les dunes de Long Island, quelqu'un enterre ses secrets depuis des années. Et personne ne sait encore qui il est. Au début, les enquêteurs pensent peut-être avoir affaire à un tueur qui a commis 4 meurtres. 4 victimes, 4 corps, 4 familles brisées. Mais plus ils creusent, plus ils comprennent que l'histoire est probablement beaucoup plus ancienne et beaucoup plus sombre. Les 4 femmes retrouvées en décembre 2010 vont bientôt être connues sous un nom qui marquera l'histoire criminelle américaine. Les Jill Gofour, Maureen Brainard Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Lynn Costello. 4 femmes, 4 vies différentes. Pourtant, presque tout dans leur parcours se ressemble. Toutes travaillaient comme escort girl. Toutes utilisaient Craigslist pour entrer en contact avec des clients. Toutes avaient disparu après avoir accepté un rendez-vous. Et toutes avaient disparu sans laisser de traces, comme si elles s'étaient évaporées. Pour les enquêteurs, ce n'est plus une coïncidence. C'est une signature. Le prédateur qu'ils recherchent semble choisir ses victimes selon des critères précis. Des femmes qu'il peut contacter facilement. Des femmes qui acceptent des rendez-vous privés. Des femmes dont la disparition risque de ne pas provoquer immédiatement une mobilisation massive des médias. Pendant que les policiers tentent de reconstituer leurs derniers jours, un autre élément attire leur attention. Les téléphones. En étudiant les relevés téléphoniques des victimes, les analystes découvrent que l'homme utilise systématiquement des téléphones prépayés, des appareils achetés anonymement, sans contrat, sans identité, sans lien apparent avec lui. À chaque rendez-vous, il semble utiliser un numéro différent. Puis le téléphone disparaît, comme s'il n'avait jamais existé. À l'époque, cette méthode est redoutablement efficace. Nous sommes à la fin des années 2000. Les smartphones n'ont pas encore envahi le quotidien. Les techniques de géolocalisation sont bien moins performantes qu'aujourd'hui. Le tueur profite parfaitement de cette faille. Il semble toujours avoir un temps d'avance. Et lorsqu'il décide d'appeler la sœur de Melissa Barthelemy après le meurtre, il démontre quelque chose d'encore plus inquiétant. Il n'est pas seulement prudent. Il aime contrôler. Il aime observer la souffrance qu'il provoque. Il aime savoir qu'il est au centre de l'attention sans jamais être vu.
Les profilaires qui étudient le dossier arrivent progressivement à une conclusion. L'homme qu'ils recherchent est probablement organisé, très organisé. Il possède vraisemblablement un emploi stable, un véhicule, une certaine intelligence et surtout, il connaît parfaitement Long Island. Car déposer 4 corps au même endroit pendant plusieurs années sans être repéré nécessite quelque chose de précieux. La confiance. La confiance de quelqu'un qui sait exactement où il va. Quelqu'un qui n'a pas peur d'être vu. Quelqu'un qui se sent chez lui. Mais pendant que les enquêteurs essaient encore de comprendre qui est cet homme, une découverte va faire exploser toutes leurs certitudes. Parce que les 4 corps retrouvés en décembre 2010 ne sont pas les seuls. Loin de là. Mars 2011, puis avril 2011. Les recherches reprennent le long d'Ocean Parkway. Cette fois, les enquêteurs décident de fouiller plusieurs kilomètres de côte, chaque bosquet, chaque dune, chaque zone marécageuse. Ils pensent peut-être trouver d'autres indices. Ils vont trouver bien pire. Le 29 mars 2011, les équipes découvrent de nouveaux restes humains, puis d'autres, puis encore d'autres. À chaque nouvelle découverte, l'affaire devient plus complexe, plus ancienne, plus terrifiante. Certaines victimes n'ont rien à voir avec les Gilgo Four. Le mode opératoire semble différent, plus brutal, plus chaotique. Certaines ont été démembrées. Leurs restes ont été dispersés sur plusieurs kilomètres, comme si quelqu'un avait tenté de compliquer volontairement leur identification. Parmi elles se trouve Jessica Taylor, une jeune femme disparue en 2003. Une partie de son corps avait déjà été retrouvée des années auparavant dans une autre région de Long Island. Les enquêteurs comprennent alors quelque chose de glaçant. Le tueur utilisait peut-être différents sites pour abandonner ses victimes. Une autre victime est identifiée sous le nom de Valerie Mack, disparue au début des années 2000. Là encore, certains restes avaient été retrouvés des années auparavant sans que personne ne fasse le lien. Puis vient Karen Vergata, puis Sandra Costilla, puis d'autres victimes dont l'identification prendra encore des années. Mais l'une des découvertes les plus bouleversantes concerne une jeune femme inconnue que les enquêteurs surnomment Peaches. Ce surnom vient d'un tatouage représentant une pêche sur son corps. À proximité de ces restes, les policiers découvrent également ceux d'une petite fille âgée d'environ 2 ans. Les médias la surnomment Baby Doe. Même les enquêteurs les plus expérimentés sont choqués. L'idée qu'un enfant puisse être lié à cette affaire dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Au fil des mois, le bilan devient de plus en plus lourd. Au total, les recherches menées autour de Gilgo Beach et Ocean Parkway permettent de retrouver les restes correspondant à 11 victimes, dont un enfant. Aujourd'hui encore, toutes ces victimes ne sont pas officiellement attribuées à Rex Heuermann. C'est un point extrêmement important. Les enquêteurs sont convaincus qu'il est responsable des meurtres des Gilgo Four, ainsi que de plusieurs autres victimes pour lesquelles il a été inculpé ou a plaidé coupable. Mais certains dossiers continuent de faire débat. Une question commence alors à hanter les enquêteurs. Et s'il n'y avait pas eu qu'un seul tueur? Et si plusieurs prédateurs avaient utilisé cette même région au fil des années? Cette hypothèse va circuler pendant longtemps. Mais à ce stade de l'enquête, personne n'a de réponse. Une seule certitude demeure. Quelqu'un a transformé les dunes de Long Island en cimetière. Et personne ne sait encore qui. Puis soudain, plus rien. Les mois passent. Puis les années. Aucun nouveau corps n'est retrouvé. Aucune arrestation. Aucun suspect sérieux. Le tueur semble avoir disparu, comme s'il s'était évaporé. Pour les familles, l'attente devient insupportable. Chaque conférence de presse se termine sans réponse. Chaque anniversaire des victimes ravive la douleur. Et pendant ce temps, l'enquête s'enlise. À l'intérieur même de la police du comté de Suffolk, les tensions explosent. Le nom qui revient constamment est celui du chef de la police, James Burke, personnage influent, autoritaire, controversé. Pendant des années, les relations entre son administration et le FBI sont particulièrement compliquées. Les critiques se multiplient. Certains enquêteurs affirment que l'affaire n'avance plus. Puis survient un scandale. En 2015, James Burke est condamné pour avoir agressé un homme arrêté pour le vol d'objets personnels lui appartenant avant de tenter d'étouffer l'affaire. Sa chute provoque un séisme dans la police locale. Mais le mal est déjà fait.
Pendant presque une décennie, l'affaire de Gilgo Beach semble figée. Dans les médias, beaucoup commencent à penser qu'elle ne sera jamais résolue. Le tueur est devenu un fantôme. Et ce fantôme paraît avoir gagné. Pendant ce temps, quelque part à Long Island, un homme continue sa vie. Il travaille, il paie ses factures, il prend le train, il regarde les informations. Et personne ne sait encore qu'il se trouve peut-être sous les yeux de tout le monde. L'année 2022 va tout changer. Parce qu'une nouvelle équipe décide de reprendre le dossier depuis le début. Et dans plusieurs milliers de pages d'archives oubliées, un détail va soudainement ressortir. Un détail qui semble insignifiant. Un véhicule, un simple véhicule, une Chevrolet Avalanche. L'année 2022 marque un tournant. 12 ans ont passé depuis la découverte des premiers corps. 12 ans de conférences de presse, 12 ans de théories, 12 ans de frustration. Pour beaucoup, l'affaire est devenue un symbole d'échec. Mais cette année-là, un nouvel homme prend la tête du parquet du comté de Suffolk. Son nom est Raymond Tierney. Et contrairement à ses prédécesseurs, il refuse d'accepter que le dossier Gilgo Beach reste une énigme. Il crée une nouvelle task force. Cette fois, tout le monde travaille ensemble. La police du comté, la police de l'État de New York, le FBI, les analystes criminels, les experts en téléphonie, les spécialistes ADN. Une seule mission, repartir de zéro, comme si l'enquête venait de commencer. Des milliers de pages sont relues, des centaines de témoignages sont réexaminés. Des éléments considérés comme insignifiants en 2010 sont ressortis des archives. C'est alors qu'un détail attire l'attention des enquêteurs. Un témoignage datant de septembre 2010, quelques jours avant la disparition d'Amber Lynn Costello. Amber vivait dans une maison de West Babylon. Comme beaucoup de travailleuses du sexe de l'époque, elle recevait certains clients directement chez elle. La veille de sa disparition, plusieurs témoins remarquent un homme venu la rencontrer. L'homme repart, puis revient plus tard. Mais ce n'est pas lui qui retient l'attention. C'est son véhicule, une Chevrolet Avalanche, un imposant pick-up américain. Pas un modèle rare, mais pas un véhicule particulièrement courant non plus. Les témoins se souviennent également du conducteur. Un homme très grand, très corpulent, portant des lunettes, un homme difficile à oublier. À l'époque, ce renseignement n'avait mené nulle part. En 2022, les enquêteurs décident de le réexaminer. Ils consultent les registres d'immatriculation, puis croisent les données avec les descriptions physiques. Peu à peu, la liste se réduit. Puis un nom apparaît. Rex Andrew Herman. Pour la première fois depuis 12 ans, les enquêteurs ont un suspect crédible. Mais ce n'est encore qu'un nom. Ils ont besoin de beaucoup plus. Alors ils commencent à creuser. Et ce qui découvre les glaces. Lorsque les enquêteurs observent la vie de Rex Herman, rien ne correspond à l'image classique d'un tueur en série. Il n'est pas sans emploi, il n'est pas marginal. Il n'a aucun casier judiciaire significatif. À première vue, il ressemble à un citoyen ordinaire. Il a grandi à Long Island. Il vit à Massapequa Park. Il est marié à Azael Rupp. Il est père de famille. Chaque matin, il prend le train pour Manhattan. Chaque soir, il rentre chez lui. Son cabinet d'architecture se trouve sur la 5e avenue. Depuis des années, il travaille sur des projets immobiliers et intervient parfois dans les médias spécialisés comme expert en urbanisme. À l'extérieur, tout semble normal. Mais les enquêteurs ne s'intéressent plus aux apparences. Ils cherchent les coïncidences, et les coïncidences commencent à s'accumuler. Sa Chevrolet Avalanche correspond au véhicule recherché. Son bureau se trouve à proximité des secteurs depuis lesquels les appels passés avec le téléphone de Melissa Barthélemy avaient été localisés. Son domicile est situé à moins d'une demi-heure de Gilgo Beach. Et surtout, les analyses téléphoniques révèlent quelque chose de troublant. Les téléphones utilisés pour contacter plusieurs victimes semblent régulièrement se connecter à des secteurs fréquentés par Rex Herman, parfois près de son bureau, parfois près de son domicile, parfois sur les trajets qu'il emprunte quotidiennement. À ce stade, les enquêteurs comprennent qu'ils sont peut-être en train d'approcher le véritable tueur de Gilgo Beach. Mais ils ne peuvent pas se permettre de se tromper. Ils ont besoin d'une preuve. Une seule preuve irréfutable. Quelque chose qui résistera à tous les avocats du pays. Ils ont besoin de son ADN.
À partir de ce moment-là, une opération discrète se met en place. Pendant des mois, Rex Heuermann est surveillé, sans qu'il ne s'en doute. Des enquêteurs le suivent lorsqu'il quitte sa maison, lorsqu'il monte dans le train, lorsqu'il entre dans son bureau, lorsqu'il déjeune, lorsqu'il rentre chez lui. Chaque déplacement est consigné. Chaque habitude est observée. Peu à peu, les analystes découvrent un autre aspect de sa personnalité. Sous différentes identités numériques, il continue d'utiliser des téléphones prépayés. Il effectue également de nombreuses recherches liées à l'affaire Gilgo Beach. Il consulte des articles, des forums, des photographies, des informations sur les victimes, sur leurs familles, sur les avancées de l'enquête, comme s'il surveillait constamment les policiers chargés de le retrouver. Mais ce n'est toujours pas suffisant. L'ADN reste la clé. Puis arrive le mois de janvier 2023. Une journée ordinaire. Rex Heuermann quitte son bureau de Manhattan. Il mange une pizza, puis jette sa boîte dans une poubelle publique, sans savoir qu'il est observé. Quelques instants plus tard, les enquêteurs récupèrent discrètement la boîte. À l'intérieur se trouvent plusieurs morceaux de croûte portant des traces de salive. Le laboratoire commence les analyses. Les jours passent, puis les résultats arrivent. Les cheveux retrouvés sur certaines victimes présentent une compatibilité génétique avec la famille Heuermann. D'autres prélèvements pointent directement vers Rex lui-même. Pour les enquêteurs, le doute n'existe pratiquement plus. Ils tiennent leur homme. L'heure est venue d'intervenir. Le 13 juillet 2023, Manhattan, fin d'après-midi. Des milliers de personnes circulent dans les rues. Comme tous les jours, Rex Heuermann quitte son bureau. Il ignore que sa liberté va prendre fin dans quelques secondes. Les agents surgissent, l'encerclent, le plaquent contre un véhicule, les menottes claquent. L'homme qui a échappé à la police pendant plus d'une décennie vient d'être arrêté. Pendant ce temps, d'autres équipes convergent vers sa maison de Massapequa Park. Ce qu'elles vont découvrir dépasse toutes les attentes. Pendant près de 2 semaines, la maison est fouillée de fond en comble. Les enquêteurs saisissent des ordinateurs, des téléphones, des disques durs, des carnets, des milliers de documents. Ils découvrent également un arsenal de plus de 200 armes à feu. Mais la découverte la plus importante se trouve dans ces appareils électroniques. Un document. Quelques pages seulement. Pourtant, leur contenu est glaçant. Les enquêteurs le surnommeront rapidement le manuel du tueur. À l'intérieur figurent des listes de vérification, des précautions à prendre, des rappels, des consignes, comment éviter les traces ADN, comment transporter un corps, comment nettoyer une scène, comment surveiller les informations, comment limiter les risques. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Ils ont devant eux ce qui ressemble à un plan méthodique de préparation criminelle, comme si chaque meurtre avait été organisé avec la précision d'un chantier d'architecture. Mais le plus incroyable reste à venir, car l'arrestation n'est que le début. Pendant les 3 années suivantes, les procureurs vont continuer à accumuler les preuves, et Rex Heuermann va progressivement comprendre qu'il n'a plus aucune échappatoire. Au départ, Rex Heuermann nie tout. Il plaide non coupable. Ses avocats attaquent les preuves ADN, contestent les analyses téléphoniques, remettent en cause les méthodes des enquêteurs. Mais à mesure que les mois passent, la situation devient intenable. Les experts présentent les données de géolocalisation, les preuves génétiques, les recherches retrouvées sur ces appareils, le document, les liens entre ces déplacements et ceux des victimes. L'accusation construit pierre après pierre un dossier gigantesque. Puis survient le coup de théâtre, le 8 avril 2026. Dans un tribunal de Riverhead, Rex Heuermann change brutalement de stratégie. Il plaide coupable, il reconnaît avoir assassiné 7 femmes et admet également être responsable du meurtre de Karen Vergata. Pour les familles, c'est un moment historique. Après plus de 15 ans d'incertitude, elles entendent enfin le responsable reconnaître ses crimes. Mais cet aveu s'accompagne d'un accord particulier. Pour éviter un procès interminable et garantir qu'il ne puisse jamais faire appel de sa condamnation, le parquet négocie avec la défense. Rex Heuermann accepte de coopérer avec les autorités, notamment avec les spécialistes du FBI, l'unité d'analyse comportementale. Pendant le reste de sa vie, il pourra être interrogé afin d'aider les enquêteurs à comprendre ses méthodes, sa psychologie criminelle
et les mécanismes qui lui ont permis d'échapper si longtemps à la justice. Pour certains proches des victimes, cet accord est difficile à accepter. Pour d'autres, il représente une opportunité unique d'obtenir enfin certaines réponses. Quoi qu'il en soit, son destin est désormais scellé. Le 17 juin 2026, le juge Timothy Mazzei prononce plusieurs peines de prison à perpétuité consécutive. Aucune possibilité de libération conditionnelle. Aucun espoir de sortie. À 62 ans, Rex Heuermann sait qu'il mourra en prison. L'homme qui pensait avoir construit le crime parfait vient de perdre. Lorsque les caméras quittent le tribunal de Riverhead ce 17 juin 2026, une étrange sensation flotte dans l'air. Pendant plus de 15 ans, l'affaire de Gilgo Beach a été un mystère, un puzzle, une énigme criminelle, une chasse à l'homme qui semblait ne jamais devoir se terminer. Pendant des années, les médias ont parlé du tueur de Long Island, du tueur de Gilgo Beach, du prédateur invisible. Mais derrière ce surnom se trouvaient des êtres humains, des femmes qui avaient une famille, des amis, des rêves, des projets, et qui ont fini par être réduites à de simples photos sur des panneaux d'enquête. C'est peut-être la chose la plus importante à retenir de toute cette histoire. Avant d'être des victimes, elles étaient des personnes. Maureen Brainard Barnes avait 25 ans. Melissa Barthelemy en avait 24. Megan Waterman, seulement 22. Amber Lynn Costello, 27. Jessica Taylor, Valerie Mack, Karen Vergata, Sandra Costilla. Et toutes les autres dont les noms ont parfois été oubliés au milieu du vacarme médiatique. Pendant longtemps, certaines ont été décrites uniquement par leur profession, comme si cela suffisait à résumer une existence, comme si leur disparition comptait un peu moins, comme si leur meurtre était moins grave. Pour leur famille, cette idée a toujours été insupportable. Parce qu'une mère ne perd pas une travailleuse du sexe, elle perd sa fille. Une sœur perd sa sœur, un enfant perd sa mère. Et cette douleur reste la même, quelle que soit la vie que menait la victime. L'affaire de Gilgo Beach a forcé de nombreuses institutions à regarder cette réalité en face. Les enquêteurs eux-mêmes l'ont reconnu au fil des années. Certaines disparitions n'ont pas reçu immédiatement l'attention qu'elles méritaient. Certaines alertes n'ont pas été prises au sérieux assez vite. Certaines familles ont dû se battre pour être entendues. Et lorsque les familles doivent se battre seules pour obtenir des réponses, le temps devient l'allié du prédateur. Pendant plus d'une décennie, Rex Heuermann a profité de ce temps. Pendant plus d'une décennie, il a vécu comme un homme libre. Il prenait le train pour Manhattan. Il dirigeait son entreprise. Il rencontrait des clients. Il discutait avec ses voisins. Pendant ce temps, les familles des victimes continuaient de chercher des réponses. Deux mondes existaient en parallèle. L'un vivait dans le deuil, l'autre dans l'impunité, jusqu'au jour où la science a fini par combler la distance entre les deux. Pendant longtemps, l'Amérique a été fascinée par la question « Qui est le tueur de Gilgo Beach ?» Aujourd'hui, nous connaissons la réponse, mais la véritable question est peut-être ailleurs. Comment un homme a-t-il pu commettre ces crimes pendant si longtemps sans être arrêté? Comment certaines victimes ont-elles pu disparaître sans provoquer immédiatement une mobilisation massive? Comment une enquête aussi importante a-t-elle pu être ralentie pendant des années par des erreurs, des rivalités et des scandales internes? Ces questions continueront probablement d'être étudiées pendant longtemps, car résoudre une affaire ne signifie pas toujours comprendre tout ce qui l'a rendue possible. Une autre question demeure également. Les enquêteurs sont convaincus d'avoir identifié le responsable principal des meurtres attribués à Rex Heuermann. Mais l'histoire de Gilgo Beach conserve encore certaines zones d'ombre. Tous les restes humains retrouvés le long d'Ocean Parkway n'ont pas été officiellement attribués au même auteur. Certains dossiers continuent d'être étudiés. Certaines familles attendent encore des réponses complètes. Même après une condamnation historique, toutes les interrogations n'ont pas disparu. Peut-être ne disparaîtront-elles jamais totalement. Mais une chose, elle, est certaine. Pendant des années, les dunes de Gilgo Beach ont gardé un secret. Un secret enterré sous les herbes sauvages, le sable et le silence. Les dunes de Gilgo Beach sont toujours là. Le vent souffle toujours sur Ocean Parkway. Les marécages s'étendent toujours jusqu'à l'horizon. Mais désormais, lorsqu'on évoque cet endroit,
on ne parle plus seulement d'un mystère, on parle d'une affaire résolue, d'une traque qui a duré 15 ans, et de la preuve que parfois, même les secrets les mieux enterrés finissent par remonter à la surface.